tous, bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée à la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Alors, je suis Cécile Desjardins, je suis journaliste et rédactrice en chef adjointe à l'Opinion. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce débat. Alors, aux côtés de Fabrice Domange, c'est pas un peu fort pour vous si on peut juste ajuster un tout petit peu le son. Donc je disais que j'étais à côté de Fabrice Domange. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de Marche France. En un mot, Marche est un leader du risk management et du courtage d'assurance. À vos côtés, Éric Lallier. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes PDG de Lenovo France, un leader techno, téléphone, smartphone. Numéro 1 mondial, n'ayons pas peur de le dire. Catherine Néron, bonjour. Vous êtes directrice générale d'Impact France. Alors vous nous expliquerez, mais si je résume en disant un mouvement d'entrepreneurs et dirigeants qui mettent l'impact devant tout. À vos côtés, Cécile Tricot. Bonjour Cécile. Merci d'être venue malgré tout. À cette table ronde, vous êtes directrice générale Europe du Sud de Prologis, un leader de l'immobilier logistique. Christiane Weizen, bonjour. Bonjour. Christiane, vous êtes présidente de Boehringer Ingelheim, un leader de la pharma, à la fois humaine et animale. Exactement. Alors notre table ronde s'intitule « Les entreprises françaises à l'avant-garde de la RSE ». On va parler RSE et puis peut-être un peu interroger cette avant-garde. Pour commencer, très concrètement, où en sont vos sociétés en matière de RSE ? Comment est-ce que le sujet est intégré à vos stratégies ? Alors, je ne sais pas comment on commence. Je vais commencer par le fond, mesdames. Cécile ? Commence. Bonjour à tous d'abord. La démarche RSE, elle est, je pense, aujourd'hui au cœur et j'espère de la stratégie de toutes les entreprises. Et pour ce qui concerne Prologis, la logistique, c'est une activité qui, du coup, peut être associée à une certaine idée en termes d'émissions carbone, en termes d'impact sociétal, en termes de tous les externalités qu'on peut identifier souvent comme négatives. Et donc, en fait, nous, c'est un sujet dont on s'est saisi depuis très longtemps. On a pris un engagement aujourd'hui de décarboner nos opérations d'ici 2030 et de décarboner l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici 2040, c'est-à-dire d'anticiper de 10 ans les accords de Paris. Et décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur, ça comprend les scopes 1, 2, 3, c'est-à-dire en fait également ce qui est du ressort de nos clients. Donc ça c'est pour la partie émission, mais la RSE c'est pas seulement ça. Donc on a également des actions vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis des communautés dans lesquelles nous sommes implantés, des actions vis-à-vis de la biodiversité. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de le développer un petit peu plus tard, mais en fait c'est un spectre qui est très large et sur lequel qu'on a saisi dans tous ces aspects. Christiane, chez vous ? Pour nous, évidemment aussi, RSE, c'est au cœur de notre stratégie. Je me présente en 2 minutes, président de Boehringer Ingelheim, un groupe pharmaceutique multinational, top 20 pharma. Et d'abord, peut-être pour la pharma, évidemment, la RSE, elle est importante parce qu'on parle sur des cycles qui sont très longs, ce qui est inhérent à notre industrie. Développement d'une molécule, elle prend entre 10 et 15 ans. Alors, par définition, en fait, on doit réfléchir sur le long terme. Spécifiquement pour notre groupe, Boehringer Ingelheim, c'est un groupe pharma encore familial. Et je crois que c'est pour cette raison-là que dans notre groupe, le RSE reçoit beaucoup d'attention. Elle est vraiment intégrée dans la stratégie. On a une purpose, comme on dit, une mission qui est Transforming Lives for Generations. Alors c'est clairement, littéralement, dans un groupe familial, cet aspect de développer la santé pour des générations, elle est très très présente et on a un programme, comme je crois beaucoup d'entreprises maintenant, en 3 piliers: More Green, More Health, More Potential, qui est vraiment la cœur de notre stratégie. Éric Lallier, dans votre
process? Est-ce que aussi c'est central? Alors, vous êtes une entreprise d'origine chinoise. Est-ce que voilà, c'est un mouvement qui est intégré au niveau mondial? Oui, juste peut-être quelques mots sur Lenovo pour notre assistance. On est fabricant de matériel informatique, donc fabricant de smartphones, d'ordinateurs, de serveurs, de data centers. Dans notre histoire, effectivement, on est d'origine chinoise, mais on est une société depuis ces 20 dernières années qui s'est vraiment globalisée et présente dans le monde, dans 180 pays aujourd'hui. Et on a coutume de dire qu'on est plutôt une multinationale multiculturelle, et ça rejoint effectivement la partie RSE qui fait vraiment partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, où depuis plus de 20 ans, alors la partie S du RSE est génératrice de programmes, évidemment, comme tout le monde, où la diversité a peut-être été les premières actions, mais la diversité dans son ensemble. Et puis l'accélération que l'on voit depuis quelques années maintenant, et là c'est une vraie transformation au sein de l'entreprise, c'est la partie environnementale, donc le E du RSE, avec un engagement net zéro à l'horizon 2050, mais de toute façon on y reviendra après dans nos discussions, j'en suis sûr. Fabrice, la même question, mais avec peut-être un angle un peu plus large, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la RSE chez vous, chez Marche, et puis ce que vous voyez chez vos clients en tant qu'assureur, vous voyez ce basculement? Oui, tout à fait. Donc nous, Marche, on appartient au groupe Marsh McLennan. On est le leader mondial aussi en management du risque et courtage d'assurance. Donc déjà, en interne, effectivement, on a beaucoup de travaux RSE pour que chez Marche, en fait, on soit aussi décarboné totalement en 2030. Alors, c'est un peu plus facile que d'autres sociétés, hein. On n'a pas d'usine, hein, donc, mais quand même, on a quand même du boulot à faire. Et notamment, le S sociétal, pour nous, est important parce qu'on a quand même de nombreux collaborateurs dans le monde. On est un business model en fait, qui vend en fait, le cerveau et le comportement de notre collaborateur. Donc, il est très important de pouvoir attirer et retenir les meilleurs pour que nos clients veulent venir chez nous. Donc, on a beaucoup d'actions chez Marche France sur les partenariats Benova, sur Epic, la cravate solidaire, enfin plein de choses comme ça qui vraiment remplissent ce que les employés ont besoin. Et en même temps, comme vous le disiez, on a de la chance d'être le courtier de pratiquement tout le CAC 40 et 25% du SBF 120. Donc, on voit vraiment la démarche RSE de nos clients. Alors nous, en tant que courtier, effectivement, on a un point très clé. On a fait, par exemple, ça fait depuis plus de 25 ans qu'on est le seul courtier avec un département totalement dédié aux risques environnementaux. Et que donc, du coup, on aide beaucoup tous nos clients à travailler sur les préventions, sur l'évaluation du risque, sur les assurances adéquates. On essaie aussi de faire bouger beaucoup le secteur et les assureurs sur qu'est-ce qu'ils mettent en place comme assurance. J'en parlerai tout à l'heure, mais de faire bouger les données là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on a une vue d'ensemble bien, et avec nos sociétés mères aussi, parce qu'on a le cabinet stratégique Oliver Wyman qui a beaucoup de missions sur la RSE aussi. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. On demande de plus en plus de faire de missions pour eux, et notamment sur l'évaluation des risques et comment gérer avec les bonnes assurances tout ce qui peut être impact sur la RSE. Est-ce que les entreprises sont conscientes aujourd'hui qu'en fait, si elles n'avancent pas en matière de RSE, elles seront bientôt plus assurables? Tout à fait, c'est un des points très clairs. On le sent clairement quand on demande des cotations d'assurance, les assureurs demandent de plus en plus quel est le programme RSE. Mais nous-mêmes, hein, quand on est en appel d'offres, même si on n'a pas forcément beaucoup d'appels d'offres, on a une quinzaine de pages chez nous qui expliquent la politique RSE de Marche, aussi bien en interne, encore une fois, pour nos salariés et ce qu'on doit faire comme effort, mais aussi qu'est-ce qu'on fait en interne. C'est toujours un petit peu tranchant parce que parfois on peut aussi être amené à évaluer, à faire de la prévention de risque ou même à poser des polices d'assurance pour des activités qui pourraient être un petit peu controversées, mais on a aussi ce devoir en termes de transition écologique de bien s'assurer que certains projets puissent notamment être bien assurés et que s'il y a quelque chose qui arrive, qui touche l'environnement, et ben justement on pourra la réparer correctement. Et il y a encore beaucoup trop d'entreprises en France qui ne sont pas assurées sur leurs polices environnementales, et qui peuvent faire des dégâts sur la biodiversité et qui n'est plus du tout assurable. Donc c'est aussi notre jeu de pousser que tout le monde s'assure bien et qu'on ait les bonnes polices d'assurance en cas où.
Eric, une réaction rapide peut-être avant de... Non, juste pour rebondir sur le point, et de manière très concrète, alors c'est en France, en Europe et quasiment dans le monde entier maintenant, mais si des sociétés comme nous, fabricants du matériel informatique, nous n'avons pas une stratégie et d'engagement RSE, il est quasiment impossible de répondre à des appels d'offres chez des grands clients, parce que ça fait de toute façon partie des critères de sélection. Il y a 10 ans ou 5 ans, c'était à hauteur des 10%, aujourd'hui c'est 30%, voire même au-delà dans la note. Donc c'est incontournable, et c'est très bien. Caroline, justement, quel regard est-ce que vous portez sur cette évolution ? Alors, je vais aller vous taquiner tout de suite. Je trouve que la description là, que les uns et les autres en font est extrêmement positive. Êtes-vous aussi positive sur la prise en compte stratégique de la RSE des entreprises aujourd'hui ? C'est sûr qu'on voit une évolution très forte. Aujourd'hui, on a plus de 80% des entrepreneurs, des dirigeants, qui disent que les enjeux environnementaux sont de leur responsabilité. Ce qui n'était vraiment pas le cas il y a 10 ans, évidemment. Et qu'ils ont une responsabilité, que les entreprises ont une responsabilité aussi forte que l'État. Bon, voilà, on a quand même un changement de mindset qui est fort. Et sûrement pour 2 raisons. Évidemment, une raison simple de conscience citoyenne évidente et de compréhension des bilans des scientifiques qui nous présentent une situation assez claire. Sûrement une seconde raison qui est que les changements aussi écologiques et sociaux touchent de plus en plus l'entreprise très directement au cœur de son business. Malgré ça, on a à peine 20% des entreprises françaises qui ont une vraie politique RSE structurée, alors qu'on a l'impression que c'est une énorme aujourd'hui, un énorme enjeu. Et puis, on a aussi, avec l'évolution réglementaire, finalement, voilà, une dynamique qui fait que de 20%, on va arriver à 100% très 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 vite dans les prochaines années. Deuxième dynamique hyper positive de l'autre côté, c'est qu'on a des entreprises qui vont bien plus loin que la RSE et qui veulent développer une RSE effectivement constitutive de leur stratégie. Et là, effectivement, on commence à arriver sur du changement de stratégie complète de l'entreprise quand on remet au même niveau des enjeux écologiques et sociaux avec les enjeux économiques. Et ça, de manière très nouvelle. Enfin, c'était même pas imaginable finalement il y a 10 ans. Et donc, c'est ça qu'on appelle des stratégies d'impact. C'est vraiment une stratégie où la performance économique va s'allier avec la performance écologique et sociale et va être suivie presque au même niveau. Et donc, on a des entreprises tout à fait traditionnelles, donc, que du coup, je connais bien, donc je peux parler. Par exemple, Bell, les Babybel, Vache qui rit, qui n'est pas obligatoirement l'entreprise la plus engagée, connue et reconnue, et en fait, qui a vraiment réorienté 100% sa stratégie pour aligner ses enjeux. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des entreprises, et j'entendais ce que vous disiez sur le temps long, l'entreprise familiale, des entreprises qui, quand elles pensent leur stratégie à 10, 20 ans, en fait, ont compris que leur survie économique s'allie avec des enjeux écologiques et sociaux. Et donc, si évidemment, dans 10, 15 ans, il y a plus ou presque plus de lait pour le Babybel, c'est compliqué. Donc, de fait, il est obligé d'avoir une politique régénérative, une stratégie régénérative pour se projeter à 10, 20, 30, 50 ans, comme le font des entreprises qui réfléchissent à leur avenir de manière intelligente. Donc, effectivement, on voit des signaux qui sont encore fragiles. On a quand même encore beaucoup de choses à faire pour que ces politiques soient réellement structurées et s'alignent en qualité en termes de recherche de performance. Mais ça avance. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de directeurs RSE sont d'anciens directeurs financiers. Alors ça, c'est le meilleur moment. Parce que il y a un vrai sérieux et un vrai enjeu aussi qui est mis. Et puis, cette volonté, et puis peut-être ce besoin aujourd'hui d'alignement total sur de différents enjeux pour pouvoir vraiment se projeter dans l'avenir. Et du coup, juste en intégrant certaines enjeux écologiques et limites planétaires et de ressources qui pourront être, pour les nouveaux, des ressources aussi en termes de matériaux, qui doivent aujourd'hui être prises en compte si on veut penser sa stratégie à moyen long terme. Christiane, je crois que vous vouliez réagir. Et
moi, je voulais quand on parle de cet alignement entre des objectifs écologiques et les objectifs financiers, qui sont plus anciens, est-ce qu'il y a des réticences dans l'entreprise? Comment est-ce que vous faites, vous, en tant que board, qui semblait très convaincu, pour embarquer tout le monde? Comment est-ce qu'on crée une nouvelle dynamique autour de ces enjeux? Dans notre groupe, en fait, je peux parler un peu de... Je suis arrivée en France récemment en avril, et avant, je gérais la division stratégique du groupe avec l'Executive Committee en Allemagne. On était un groupe allemand et qui, en fait, c'était plus que symbolique dans la cellule stratégique. J'avais une équipe de 70 personnes. Il y avait vraiment le dossier Sustainability, ESG, dans ce groupe stratégique. Et en fait, je crois que c'est un exemple important pour un témoignage concret à quel point ce sujet est super stratégique pour un grand groupe multinational comme le nôtre. Et je dois dire quand même que on est groupe familial, on est créé en 1885, on a toujours eu, en étant une famille, propriété d'une famille, beaucoup d'attention pour tout ce qui est sociétal, aussi l'environnement. Quand même, quand j'ai travaillé les dernières années le sujet, j'ai vu une évolution, surtout pour des grands groupes familiaux qui faisaient ça parce que ça fait partie de leur ADN quand même, mais j'ai dû travailler beaucoup de le structurer vraiment stratégiquement avec aussi, très concrètement, être reporting ready. On doit bientôt aussi, les groupes familiaux doivent faire des reporting non financiers, financiers dans le contexte de ESG. Et là, en effet, on voit qu'il y a quand même une évolution les dernières années moi je dirais presque de le regarder de façon plus business, plus stratégique, plus professionnelle. En fait, c'est un aspect professionnel qui s'est ajouté à cette thématique. Est-ce que la France est vraiment en avance, ou est-ce que c'est une prétention un peu française de le croire? Alors, je voudrais d'abord juste rebondir sur l'histoire du temps long. En fait, je pense que c'est une des dimensions qui est extrêmement importante, parce que quand effectivement on se positionne sur le temps long, on réfléchit à la valeur à long terme. Il ne faut pas se cacher, en fait, l'investissement pour décarboner nos activités, l'investissement pour essayer d'être plus vertueux d'un point de vue, en particulier environnemental, ça va coûter beaucoup d'argent à court terme. Et en fait, ce qu'il faut être capable de faire, c'est identifier quels sont les éléments qui vont de toute façon perdre de la valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va de toute façon dans l'avenir, si on ne bouge pas, devenir très obsolète, et puis aussi qu'est-ce qui, dans les investissements que l'on fait aujourd'hui, peut être créateur de valeur multipliée. Et donc, dans ce contexte-là, ce que l'on recherche et ce que donne le temps long, c'est la capacité de faire de l'expérimentation. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les entreprises se saisissent et vont même quasiment au-delà de la règle ou de la réglementation, parce qu'en fait, on se dit, tiens, la réglementation, elle dit ça, peut-être que d'ici 4-5 ans, elle va aller un peu plus loin. Si je l'anticipe dès aujourd'hui, est-ce que j'ai un avantage, alors parfois un avantage compétitif, parce que malgré tout, c'est aussi ça qu'on fait, mais est-ce que j'ai aussi un avantage sur les coûts induits futurs? Dans ce contexte-là, est-ce qu'on est en avance en France? Je pense qu'on est relativement en avance en Europe. Quand on voit un petit peu comment, quand on se compare aux États-Unis en particulier, ils ont mis beaucoup plus longtemps que nous à réaliser l'enjeu. Je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont bien réalisé. Ça fait un peu plus d'1 an, je crois, maintenant qu'ils ont leur Inflation Act, et que avec cela, ils sont en train d'investir et de mettre des moyens financiers colossaux dans cette transition, notamment énergétique. Ce que l'on voit aussi souvent, c'est que quand aux États-Unis, parfois ils sont un petit peu, mais plus longs à comprendre. Mais une fois qu'ils ont compris, dans l'exécution, ils sont assez longs parfois, ouais. Mais quand ils ont compris, en termes de capacité d'exécution, ils sont hyper puissants. Et quand nous, on est encore en train de se gratter la tête ou d'essayer de se mettre d'accord
à 12, 13, 14, 15 ou plus pour essayer de signer le dernier règlement européen, etc. Eux, ils avancent. Voilà. Donc dans ce contexte-là, il y a des pays. On a quelques freins, nous, en fait. C'est-à-dire que, en particulier, on le voit même pour le déploiement de tout ce qui est panneaux solaires, éoliennes, etc. En France, tout le monde est très très d'accord pour dire qu'il faut décarboner la production d'énergie. Personne n'est d'accord pour que le panneau solaire soit devant ses fenêtres. Ils n'ont pas ce genre de pudeur en Allemagne, ils n'ont pas du tout ce genre de pudeur en Italie, aux Pays-Bas, etc. Donc là-dessus, nous, il va falloir qu'on arrive à identifier quels sont les enjeux et qu'on arrive à accepter ce que j'appelle les externalités négatives, en tout cas les quelques contraintes induites pour peut-être avoir des panneaux solaires à la place d'une centrale à charbon, en fait. Eric, vous voulez compléter? Oui. Pour rebondir sur le point, est-ce qu'on est en avant-garde en France ou autre? Je pense qu'on peut être fier d'être français, parce que moi j'ai 2 exemples avec lesquels ça a bousculé une société internationale comme nous chez Lenovo pour fabriquer les ordinateurs. En France, on a introduit un indice de réparabilité. Il y a 2 ans maintenant. Alors sur les ordinateurs, évidemment, ça nous concerne, les smartphones aussi, mais sur les tondeuses, sur 5 produits en fait. Et tout le monde n'a pas compris de manière internationale, mais qu'est-ce que la France veut faire, on ne comprend pas, et ainsi de suite. Pour faire très simple, ça nous permet de nous transformer et de faire en sorte que les matériels soient beaucoup plus réparables pour évidemment qu'ils durent plus longtemps. Et la prochaine génération de produits, et c'est là où ça transforme et ça bouscule un géant comme Lenovo, et d'autres d'ailleurs, c'est qu'en 2025, 80% des produits que l'on va introduire sur le marché sont réparables par l'utilisateur. Ce qui est quand même une vraie transformation. Si on prend un autre exemple, les marchés publics, 20% de la fourniture des marchés publics sur les ordinateurs doit être fournie avec des matériels de seconde main, juste pour étendre effectivement la durée de vie des produits. L'initiative est excellente, l'exécution est quasiment impossible pour nous parce que ce n'est pas le problème de recycler des machines ou retravailler une machine pour la mettre sur un marché d'occasion, c'est juste qu'on ne sait pas aller la collecter. Donc il y a une transformation qui se met en place, beaucoup d'innovations connectées à cette initiative et évidemment, grâce à cette initiative franco-française qui va être étendue en Espagne, qui est étendue bientôt en Allemagne, on peut être fier d'être français parce qu'on a quand même des initiatives extrêmement motrices. Caroline, ça peut participer de l'attractivité de la France? En fait, ce qui est important, c'est effectivement de se dire que ça coûte. Et donc, évidemment, on se dit, si ça coûte, peut-être que ça renforce pas beaucoup l'attractivité de la France. Parce que c'est potentiellement des contraintes. Et il faut pas se le cacher, ce sont des contraintes de changer, de permuter. En même temps, il y a eu une transition digitale, c'était des contraintes, il fallait le faire. Et ceux qui l'ont fait en dernier, malheureusement, c'est pas obligatoirement ceux qui sont dans la meilleure posture aujourd'hui. On avait inventé le Minitel, c'était super, mais apparemment, ça nous a pas aidé. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut avoir un mindset un tout petit peu ouvert pour comprendre et regarder un peu les différentes logiques qui dépassent une rentabilité maximum à court terme pour pouvoir se dire que c'est une chance. Donc c'est pas possible pour tout le monde. Mais effectivement, quand vous dites que ça coûte, il est très probable, et on a plein d'études qui le montrent, c'est que ça rapporte en fait. Ça rapporte de se préparer à l'avenir, ça rapporte de ne pas se prendre un mur 10 ans après, ça rapporte d'être en capacité de produire des services et des biens qui vont être utiles à la société de demain. Donc évidemment, là où on est un peu parfois champion de la réglementation, de la contrainte, de l'emmerdement maximum, peut-être pour plein d'entreprises, il est possible que ça aide à passer des caps. C'est tout à fait l'enjeu de l'indice de réparabilité. C'est tout à fait l'enjeu du CSRD, de la double matérialité, qui est extrêmement poussé par la France depuis le départ. C'est l'enjeu de plein de réglementations, d'ailleurs aussi sur l'égalité femmes-hommes, qui sont poussées par la France, qui sont imaginées en France et sûrement qui poussent à faire des investissements qui ne seraient pas peut-être faits différemment. Et aussi à remettre un peu d'équité entre ceux qui s'engagent et ceux qui ne s'engagent pas. Parce qu'évidemment, c'est un déficit de concurrence si on se transforme, si on investit sur ces enjeux-là par rapport à ceux qui ne le font pas au départ.
Donc peut-être que cette capacité de la France à parfois réglementer et pousser les entreprises sur des enjeux sociaux ou environnementaux, peut-être que ça nous donne une certaine avance pour demain. À minima, on est totalement aujourd'hui dans une dynamique européenne. La dynamique autour du CSRD l'a montré. Et du coup, quand même, tous ces enjeux s'alignent au niveau européen, ce qui permet aussi de rendre les contraintes dans une dynamique qui serait très différente et de moins faire de différence entre les pays voisins. Alors justement, regardons vers l'avant et les prochaines étapes. On comprend bien cette dynamique. Quels sont les nouveaux enjeux aujourd'hui que vous voyez, j'ai envie de dire, à 5 ans? C'est quoi les prochains sujets sur la feuille de route? C'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit, et notamment à travers tout ce que nous disent nos clients, que les risques liés au changement climatique et sociétaux sont de plus en plus importants. Mais en fait, il y a des impacts qu'on met beaucoup en avant d'ailleurs dans un rapport qu'on appelle le Global Risk Report, qui est fait tous les ans. On en parlera dans le cadre de Davos. Exactement, à Davos, où Marsh McLennan travaille avec plus de 1800 experts sur tous les sujets. C'est la notion de risque en général et ce qu'on appelle surtout de polycrise. Parce que par exemple, effectivement, les événements climatiques contribuent énormément à plein de menaces actuelles et c'est surtout qu'il y a des impacts qui se combinent. C'est-à-dire qu'on voit les 2 dernières années les milliards qui ont été mis dans les catastrophes naturelles en termes de réparation et de dégâts, l'impact que ça a sur les pressions, sur les prix des denrées alimentaires, sur les troubles sociaux, politiques, et on s'aperçoit qu'en fait tout est un petit peu lié. Donc on a beaucoup de clients qui nous demandent de faire des cartographies de risques qui peut partir effectivement d'un risque environnemental, mais qui se découle sur plein de choses, sur leur supply chain, sur les denrées surtout. Et donc c'est ce qu'on appelle vraiment, pour être simple, la notion de polycrise. Et ça, c'est qu'effectivement, ça s'accélère et tout est combiné et c'est notre travail et c'est très passionnant. Et c'est pour ça qu'on essaie d'apporter des solutions aux clients et surtout de faire de la prévention en avance, c'est-à-dire que identifier la vulnérabilité des actifs chez nos clients dans le monde, c'est hyper important. Modéliser l'impact potentiel en fonction des hypothèses climatiques, c'est un vrai sujet avec des modèles, avec des partenaires assureurs. Travailler, apprécier les niveaux d'exposition de 4 nat, très important quand on est une société. Et puis encore un autre dernier exemple, prévenir les risques et améliorer la résilience aux opérations. Ça se travaille aussi beaucoup en amont dans toutes ces polycrises différentes. C'est ça un petit peu les enjeux des 5 prochaines années pour répondre à votre question. Christiane, vos enjeux, et puis je vois que vous vouliez réagir. Oui, je veux bien prendre le sujet là, des enjeux, des challenges, des défis que je vois et élargir en fait, peut-être en représentant la pharma et la santé peut-être dans ce panel. Ce que je vois, c'est absolument dans tout ce qui est ESG, RSE, c'est l'environnement évidemment, le climat, etc. Mais aussi certainement dans notre secteur, on est très responsable pour tout ce qui est santé. Et là, je voulais juste prendre l'opportunité de parler d'un sujet très particulier où je vois au niveau santé, il y a un enjeu ou un challenge qu'on aura, c'est le sujet de AMR, c'est la biorésistance. En fait, le fait que on risque d'arriver à un point où les antibiotiques qu'on a actuellement seront plus efficaces pour traiter les infections. C'est un projet ou un sujet qui est quand même très lié à tout ce qui est santé, société dans le futur. Il y a pas énormément d'investissements pour le moment. Concrètement, Boehringer a décidé il y a 2 ans de créer une joint venture avec d'autres partenaires. On croit beaucoup aussi ce genre de sujets sociétal qui sont énormes. On ne peut pas les résoudre seul. On a créé une joint venture, Eurobac. Elle est en France, à Lyon. J'en suis très fière, avec 2 partenaires, Biomérieux et Evotech, pour continuer à investir dans ce domaine qui sera, croyez-moi, essentiel. Déjà, aujourd'hui, ça fait en France 5500 décès par an parce qu'il y a des infections qui sont plus traitables. Et c'est un sujet très concret qui va être un défi sociétal, un défi de santé dans le futur. Et il faut qu'on se mette ensemble dans l'écosystème de santé pour attaquer ce sujet
qui peut-être au niveau financier, ça va pas être la source de revenus importante pour notre société, mais on s'y met parce qu'on se sent très responsable étant un groupe de santé, de contribuer au futur et la santé future du monde entier, si je peux dire. Cécile, vos prochains enjeux? Alors pour répondre à cette question, je vais juste revenir un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est un entrepôt. Donc un entrepôt, c'est assez basiquement ce que les gens ont tendance à appeler parfois un hangar. Donc c'est une boîte rectangulaire dans laquelle entrent et sortent des flux, des camions, etc. Donc le futur, comment on le voit? En fait, le futur, c'est que aujourd'hui, on a une base d'un patrimoine d'entrepôts à travers le monde et donc de bases logistiques. Et ces bases logistiques peuvent nous permettre de faire beaucoup d'autres choses que simplement accueillir des flux de marchandises et des flux de camions. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, sur les 120 millions de mètres carrés, donc c'est assez vertigineux, mais 120 millions de mètres carrés, ou même je crois qu'on est quasiment à 130 ou 140 aujourd'hui dans le monde, eh bien c'est quasiment autant de surface de toit pour faire de la production d'énergie solaire. Sur ces sites-là, c'est des endroits dans lesquels on peut, et on travaille évidemment dès aujourd'hui, à mettre en place des hubs de rechargement électrique pour anticiper l'électrification des flottes de transport. Donc aujourd'hui, on est sur de l'électrification en camion électrique, donc on est plutôt sur les petits porteurs, on va dire jusqu'aux vannes ou aux petits camions. Mais demain, on est en train de se préparer également pour le moment où la technologie à l'hydrogène sera prête. Un site logistique, quand on réunit plusieurs immeubles, on est donc à l'intérieur d'un parc logistique, et un parc logistique présente une surface, on va dire, je vais mettre des guillemets à naturel, mais enfin en tout cas une surface non artificialisée et non construite, sur laquelle on peut travailler sur des actions en faveur de la biodiversité, en analysant la biodiversité, en essayant d'apporter des actions correctrices. Un entrepôt, c'est également un endroit dans lequel on va pouvoir travailler énormément sur, et je reviens dans l'immeuble là, sur la consommation des énergies grâce à une meilleure isolation, grâce au fait que on va peut-être changer d'énergie, on est en train de changer d'énergie et donc limiter, voire annuler le branchement à l'énergie gaz pour utiliser plutôt de l'énergie électrique via des pompes à chaleur, etc. Donc en fait, l'entrepôt aujourd'hui ou le site logistique va devenir un endroit dans lequel qui va être multi-activité, à la fois en production d'énergie, à la fois en recharge électrique, à la fois très vertueux. Donc dans 5 ans, on y est puisqu'on s'est fixé un objectif à 2030, on est fin 2023. Donc on n'est pas très très loin, en tout cas dans notre vision. Et un élément également, c'est que les sites logistiques sont aussi des sources de création d'emplois. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez. On a l'impression qu'un entrepôt, c'est vide avec que des marchandises. Il y a malgré tout des personnes à l'intérieur. Et même quand l'immeuble est robotisé, même quand il est automatisé, on a quand même des ingénieurs, on a quand même des techniciens qui font marcher les machines, en l'occurrence. Donc on change un tout petit peu de formes socio-professionnelles ou des travailleurs à l'intérieur, mais malgré tout, il y a certains entrepôts dans lesquels il y a 1000 personnes qui travaillent. Je pense que ça, on le sait pas assez. Voilà. Et puis le dernier élément, c'est que l'entrepôt, il participe à la réindustrialisation. On parle énormément de ramener des capacités productives, alors à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe ou de l'Europe augmentée. Les capacités de production seront nécessairement liées à des capacités de logistique, dans la mesure où les matières premières vont devoir être stockées quelque part avant d'être transformées, les produits finis également. Donc en fait, on participe complètement de la chaîne, à la fois donc d'un côté de la décarbonation, etc., mais également de la chaîne de réindustrialisation. Vous avez évoqué pas mal de sujets d'innovation. Alors, je vais élargir la question. Est-ce que l'innovation peut changer la donne et permettre une meilleure intégration de ces sujets, plus de fluidité, plus de souplesse? Eric, peut-être, oui. Oui, c'est clé, parce que on ne sait pas encore quelles sont l'innovation qu'il faut mettre en place pour que les produits de demain soient... Alors sur les emballages, on le sait, on fabrique maintenant des produits biodégradables, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans,
mais on ne sait pas recycler des plastiques pour qu'ils soient aussi beaux que des plastiques neufs. Donc on a beaucoup à inventer, on a beaucoup à créer, notamment quand on regarde la consommation électrique, alors des machines que nous on fabrique, mais on sait que d'ici 2025, on aura réduit leur consommation de 50%. Donc il y a énormément d'innovation et c'est un facteur, c'est une opportunité gigantesque pour une société comme Lenovo pour se transformer, créer les produits de demain et dans l'objectif, évidemment, d'être beaucoup plus vertueux. On revient après sur la partie des usines. C'est aussi une transformation géographique parce qu'on rapproche nos usines des marchés sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et on a ouvert notre première usine en Europe l'année dernière et on sait qu'elle sera autonome en énergie solaire en 2025. Il y a déjà des usines aux États-Unis qui sont autonomes. Donc c'est vecteur d'innovation, source d'opportunités, d'idées. Et excusez-moi d'être extrêmement optimiste, mais ça me rend extrêmement optimiste, moi, pour le futur. Fabrice, vous vouliez réagir sur l'innovation ? Oui, non, l'innovation est importante, à mon avis, en tout cas dans notre secteur, sur 2 points. D'abord, quand on est leader mondial du courtage et du risque d'assurance, et qu'on est le premier apporteur d'affaires des principaux assureurs, nous, on essaie de beaucoup pousser pour que les produits d'assurance innovants intègrent la considération RSE. Les partenaires assureurs aussi doivent pouvoir promouvoir des pratiques responsables, notamment de prévention. Donc j'ai 2 exemples concrets parmi d'autres, mais par exemple un sur la superficie des départements moyens en français disparaît environ tous les 7 ans sous le béton. En France, je crois qu'il y a 150 000 hectares occupés de friches industrielles. Pourtant, seuls 13% des développements urbains sont sur des terres recyclées. Donc, par exemple, là-dessus, nous, on a travaillé avec des assureurs et on a, pour éviter un petit peu l'artificialisation des sols, on a créé une police d'assurance spécifique sur la décennale environnement qui prend en charge les risques long terme liés à la réhabilitation des friches. Et donc, cette police, quand les clients la prennent, on a des résultats très probants. C'est que les clients qui prennent ce genre de police intègrent totalement dans leur programme de recycler en tout cas les terres à plus de 40%, qui est 3 fois environ la moyenne européenne. Donc là, c'est un point d'innovation de pousser sur un point précis des assureurs qui proposent une assurance qui va faire pousser des démarches RSE. Un autre exemple sur l'environnement et la biodiversité. On sait qu'on a besoin de protéger la nature pour elle-même, mais pour le monde économique, parce que quand même on y puise 50% de notre valeur. Et donc on a créé des partenariats assureurs notamment pour protéger l'impact sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, on a pas mal d'entreprises, c'est comment en fait pour réparer la biodiversité. Et donc on a des assureurs par exemple avec des partenariats, notamment AXA, où si les clients mettent en place des politiques de prévention sur qu'est-ce qui peut se passer sur la biodiversité, ils vont avoir une réduction de franchise et une prime d'assurance qui sera moins élevée. Voilà, c'est de l'innovation. En fait, on peut pousser pour que les démarches clients prennent en considération les STE avec un impact direct sur notamment avoir des meilleures garanties et des meilleurs prix dans leur politique d'assurance. Ça coûte cher, mais finalement, ça commence déjà à rapporter. C'est ça que vous nous expliquez. En tout cas, c'est de l'argent bien mis pour pouvoir prévenir. Parce que l'assurance, l'idée, c'est que justement, on n'ait pas de sinistre. C'est d'activer pour en faire avoir le plus de prévention qui n'est pas justement de problème. Caroline, vous vouliez réagir, je crois. Oui, sur l'innovation, ce qu'on voit aussi, c'est comment on invente de nouveaux partenariats. Vous parliez de joint venture. En France, c'est le pays où il y a le plus de start-up impact qui marche. On sort, il se trouve aujourd'hui, avec la BPI, le mapping des start-up à impact, et on a encore près de 2000. Et donc, on a là des sources d'innovation hyper intéressantes, hyper agiles pour inventer le futur avec d'autres manières, d'autres moyens, high-tech, low-tech. Enfin, donc on a vraiment une génération aussi d'entrepreneurs en France hyper intéressants, et faire des joint ventures sociales, des joint ventures écologiques, c'est aussi l'avenir de coopérer différemment. Voilà, pour aller plus vite aussi dans des démarches d'innovation ouvertes et qui permettent de circuler. Et on voit là qu'il y a vraiment une nouvelle génération aussi qui est très en attente de ça, et dans l'entreprise et en créant son entreprise. Et cette capacité à rallier les énergies de cette nouvelle génération en créant ce type d'innovation un peu plus hybride, nous on a vraiment beaucoup d'attentes positives autour de ces manières différentes de faire, de la nouvelle génération qui pousse à intégrer ça au cœur de l'entreprise d'aujourd'hui et même plus de demain. Christiane, je vous voyais approuver.
Oui, absolument. Et c'est l'opportunité peut-être de donner un exemple, parce que j'adore ce que vous dites. C'est le travail ensemble, c'est les joint ventures, la collaboration. Un exemple concret que j'espère peut être inspirant dans ce sens. C'est pas en France, c'est en Afrique. Mais voilà, avec notre groupe, on produit des vaccins vétérinaires. En Afrique, le problème, c'est que on peut avoir des vaccins, mais les vaccins doivent arriver à l'endroit où la vaccination des animaux doit se passer, et c'est très compliqué. Souvent, la distribution de ces vaccins se passe en moto pendant des heures, en fait. Mais c'est des vaccins, et on le sait tous maintenant, certains vaccins doivent être dans une chaîne froide. Alors, le moto en Afrique, je ne dois pas vous l'expliquer, que ça garantit pas la qualité du produit à la fin. Alors, on se sentait très responsable de travailler ensemble avec des partenaires en Afrique, de trouver des solutions, et on a investi dans une société, Cowtribe, qui en fait organise the last mile, les derniers kilomètres, et les vaccins arrivent sur place par drone qui refroidit, etc. Et c'est vraiment une collaboration très inspirante c'est des jeunes. On apprend beaucoup, travailler avec ces startups en Afrique. Beaucoup d'innovation, ces gens réfléchissent complètement différemment. Je crois qu'on apprend beaucoup d'eux en travaillant ensemble sur ce genre de projet très concret. Alors, je peux que confirmer l'optimisme et la richesse de travailler ensemble ce sujet. Cécile, je voulais vous faire réagir sur un point aussi évoqué par Caroline, c'est simplement l'importance pour les jeunes de sentir ce mouvement. Vous recrutez beaucoup, vous recrutez des jeunes. Comment est-ce que leurs attentes trouvent un écho chez vous, et quel message vous arrivez à leur faire passer? Je pense qu'en fait, on est en train de changer, j'espère, nous, et puis aussi l'ensemble du marché logistique. On est en train de changer l'image de la logistique, c'est-à-dire on est en train de passer d'une activité dont on pouvait penser qu'elle était un peu archaïque vers une activité 2 ou 3 ou 4.0. C'est une activité qui est extrêmement automatisée, c'est une activité dans laquelle, encore une fois, on innove à notre échelle tous les jours, on se fixe des objectifs ambitieux, on va au-delà de la réglementation. Je vais donner un tout petit exemple très rapide, mais on a construit il y a 2 ans notre premier immeuble carbone neutre, et c'est un défi qu'on s'est lancé à nous-mêmes. On a regardé ce que la réglementation exigeait de nous, et ça nous amenait à 80% sur un immeuble, les normes immobilières, le BRIM, etc. Bon, voilà. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour finalement faire l'extra mile? Et on a décidé de le faire. Et ça, c'est des projets, je pense, qui peuvent intéresser des personnes jeunes qui nous rejoignent. Donc là, c'est la partie immobilier. Et puis ensuite, nos clients, eux embauchent des quantités de personnes pour faire de la prestation logistique. Aujourd'hui, on a des bassins d'emploi qui sont asséchés, c'est-à-dire des endroits dans lesquels un client, un prestataire logistique ou un chargeur va nous dire non, moi je ne veux pas m'installer ici. Votre terrain, il est fantastique, l'immeuble que vous allez construire, il est vraiment tout à fait en accord avec nos besoins, mais je ne vais pas trouver la main-d'œuvre. Donc je ne peux pas m'installer là. Donc, du coup, aujourd'hui, un des enjeux, c'est de trouver les bassins d'emploi dans lesquels il y a encore de la main-d'œuvre disponible, qu'elle soit formée, qu'elle soit mobilisable rapidement. Et en fait, une des actions que l'on a mises en œuvre, nous, c'est d'essayer de monter une espèce d'académie Prologis. C'est-à-dire, en fait, de s'associer avec une université, une chambre de commerce, des acteurs locaux, nos clients, pour identifier les besoins, bien sûr, et essayer de créer des classes de formation de façon à remettre en dynamique la formation pour la logistique. Parce qu'effectivement, encore une fois, non seulement il y a un manque criant de main-d'œuvre, mais il y a également une main-d'œuvre qui est peut-être pas aujourd'hui totalement en adéquation, enfin dont la formation n'est pas totalement en adéquation avec le besoin. Voilà. Alors, on arrive presque au terme de nos échanges, et en guise de conclusion, j'avais envie de vous demander quel message, enfin quel vœu vous souhaitez faire passer
On sent que vous êtes à la fois tous très engagés, mais parfois un peu, je vais dire, limités, un peu bloqués dans certains domaines. Alors, s'il y a un vœu que vous souhaitez adresser aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait, Fabrice ? Bon, d'abord, en conclusion, on s'aperçoit quand même que les entreprises qui ne vont pas intégrer dans leur stratégie les politiques de RSE, premièrement, ne pourront pas gérer leurs risques parce que potentiellement, elles ne pourront plus être assurées. Elles ne pourront pas gérer l'attractivité et la rétention de talents. Et puis, troisièmement, elles n'auront potentiellement pas d'investisseurs ou pas d'actionnaires. Ils sont mal partis. Donc voilà, enfin, je veux dire, c'est en conclusion, je pense que sur les 3 points, risque, people et avoir de l'investissement et de l'actionnaire, c'est quand même un enjeu très fort. Par rapport au pouvoir public et l'aide, moi, une petite, on a eu Thomas Buber, le patron d'AXA, en fait, qui sur France Inter le 11 novembre a dit quelque chose où je me suis vraiment bien intégré, c'est tout est assurable. Il faut qu'il y ait la collaboration entre le public et le privé qui continue à bien fonctionner. Et c'est vrai qu'on doit pouvoir pousser, le pouvoir public doit pousser à inciter davantage d'assureurs à mieux valoriser le comportement vertueux des entreprises. Un autre exemple parmi les 2 autres que j'ai dit, c'est tous les dirigeants, en fait, aujourd'hui, sont assurés en responsabilité civile du mandataire social, ce qu'on appelle la RCMS. Nous, on essaie de pousser que les assureurs puissent donner parfois aussi des meilleurs prix, des meilleures couvertures aux dirigeants qui auraient les meilleures politiques en stratégie des RSE. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait cette combinaison public-privé pour qu'on pousse un petit peu les bons comportements. Eric, votre conclusion et votre vœu, alors ? Le vœu, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus dans un discours d'intention, c'est qu'on est vraiment passé à l'action et dans l'exécution, et donc chacun mette son modèle de gouvernance en place pour exécuter ce que l'on doit exécuter ou en tout cas transformer. Et le vœu, c'est tout simplement que ça aille le plus vite possible. C'était tout à fait le bon timing pour aller le plus vite possible. Non, le vœu, c'est effectivement que l'engagement ne soit plus l'apanage de pionniers, que ce soit plus l'apanage de gens qui ont mis ça au cœur de leur stratégie depuis qu'ils sont sortis du berceau, mais que ça devienne vraiment un enjeu de toutes les entreprises et que la réussite de l'entreprise intègre ces enjeux écologiques et sociaux au même titre que leurs enjeux économiques pour qu'elles puissent perdurer dans le temps. Je pense que la feuille de route qui est devant nous est extrêmement excitante et enthousiasmante en fait, c'est-à-dire on a une opportunité inédite de changer de l'intérieur. Je pense que ça c'est quelque chose qui alors d'un point de vue on va dire managérial est assez c'est un bon challenge, c'est-à-dire d'arriver à gérer ces changements au quotidien et à emmener tout le monde, que ce soit évidemment les équipes en interne, mais également les clients, les prestataires, tout l'écosystème en fait. Mais du coup, en fait, il y a ce que l'on sera dans 5 ans, par exemple, ou dans 10 ans, c'est nous qui allons le construire maintenant. Et si je ramène ça au sujet logistique, je pense que peu de gens se réveillent le matin, petit garçon ou petite fille, en se disant tiens, moi je vais travailler un jour dans la logistique. C'est pas un métier qui fait rêver a priori. C'est un métier dans lequel il y a d'énormes opportunités. C'est justement un métier qui a mis du temps à se transformer, mais qui est en pleine transformation. Donc que ce soit dans notre métier ou dans tous les autres métiers, si ça peut engager à la fois des jeunes et des moins jeunes aussi, on prend tout le monde, mais à vraiment rejoindre ces métiers-là, à les voir et à changer de regard, à s'apercevoir à quel point faire de l'innovation, avoir une préoccupation environnementale, réfléchir à comment on peut changer notre métier, c'est vraiment en fait, moi c'est pour ça que je me lève le matin, puisque comme disent les anglo-saxons, si on me pose la question, en fait c'est vraiment ça qui m'amuse, quoi, c'est de me dire comment je vais faire pour que demain soit différent d'aujourd'hui, à vrai dire. Christiane, ce sera le mot de la fin en plus. Ah, mot de la fin, quel honneur. En effet, je dirais chose peut-être, c'est RSE, c'est évidemment le climat, l'environnement, mais n'oublions pas que voilà, ça fonctionne plus. Je veux terminer parce que c'est trop important. C'est pas uniquement le climat, c'est aussi évidemment quand on parle RSE, les responsabilités sociétales élargies et évidemment n'oublions jamais
le sociétal, la santé là-dedans, dans cette responsabilité importante qu'on a. Et deuxième mot, et peut-être le mot de la fin de mon côté en tout cas, mais je suis certaine qu'il y aura une conclusion générale, c'est RSE, responsabilité des sociétés sociétales des entreprises. Moi je dirais le E, entreprise, oui, mais peut-être c'est le E aussi, ensemble. On le fera pas seul, on peut pas le faire seul, c'est vraiment écosystème et voilà, ça serait le mot de la fin, dire travaillons ensemble. Travaillons ensemble, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 5. Merci à tous de nous avoir suivis. Ravi d'être là dans ce lieu. C'est toujours émouvant de se retrouver dans cet amphithéâtre. Je suis très heureux d'être là. Effectivement, je suis un grand fidèle des États de la France. L'accord de Paris, c'est plutôt la mise en route de la direction de l'économie mondiale vers une économie décarbonée. Quels sont les atouts de la France dans ce domaine? On se doute et on devine que sur le plan numérique, on n'a pas des atouts extraordinaires. On va retrouver sur place au CESE notre journaliste Charlotte Guerre. À ses côtés, Raymond Soubi. L'attractivité de la France suppose que la France soit capable de donner des réponses positives sans drame. Et donc ce qu'on doit faire, c'est diminuer notre empreinte carbone tout en continuant à garder le même niveau de vie. Le modèle d'hypermondialisation n'est plus soutenable. On avait des composants qui parcouraient jusqu'à 800 000 km. Mais globalement, sur le plan de l'attractivité, la France se sort quand même bien de la mauvaise passe que le monde vient de traverser. En mettant en place le fonds de solidarité, tous ces choix aujourd'hui, tout le monde dit « Ah mais c'était bien normal, monsieur le maire. Tout le monde aurait fait la même chose à votre place. » J'en suis pas certain. Avoir des centres de décision dans notre pays, c'est garantir aussi des arbitrages qui sont favorables au tissu productif français. C'est un élément du combat que nous menons tous et toutes dans cette salle. Alors, le ministre vient de nous y inviter. Nous allons maintenant nous mettre au travail.